Le geek du Nord est particulièrement excité parce que je me trouve devant la porte de la boutique spécialisée Détour ludique sur le boulevard René-Lévesque. Et enfin, on va parler de jeux de rôle. Et là, je parle de la vraie affaire, ceux qui se pratiquent autour d'une table entre amis, avec des dés, une feuille de personnage, crayon, efface, bol de chips, liqueur. Et là, j'entre sans plus tarder à l'intérieur. Félix, tu es propriétaire de Détour ludique. Peux-tu nous parler rapidement, en quelques mots, c'est quoi Détour ludique? Bien, Détour ludique, c'est un commerce où on peut venir découvrir le jeu de rôle. On peut autant pour amorcer sa découverte que pour l'approfondir. Puis c'est aussi un endroit où on fait beaucoup de jeux de miniatures. Okay. On s'intéresse beaucoup aux jeux alternatifs de miniatures, donc tout ce qui est petites compagnies un peu moins connues. Puis le hobby, évidemment, là, qui va avec tout ça. Et vous êtes situé sur le boulevard René-Lévesque, je l'ai dit dans mon introduction. Vous avez une page Facebook, vous avez un site web? Oui, détourludique.com, aussi simple que ça. On a notre page Facebook, on travaille sur un Instagram, là, mais quand on est dans le monde du jeu de table, c'est les affaires d'ordinateur, des fois, c'est un peu compliqué. Oui, je comprends. Là, on va aller dans le vif du sujet. Tu vas nous présenter quelques jeux de rôle. On commence par un qui s'appelle Inferno. C'est quoi ça, Inferno? Inferno, c'est une adaptation des règles de Donjons Dragons qui a été construite afin de revivre la Divine Comédie. Ah bon? Okay. Oui, donc... Dante. Exactement. Donc, dans ce jeu-là, les personnages vont se réveiller en enfer et puis vont devoir, là, ben, dans le fond, traverser un peu le même chemin là, que Virgile et Dante, dans le fond, traversent là, pendant la Divine Comédie. Donc, ça utilise le moteur de Donjons Dragons pour fonctionner. Les règles, le système des vins. Exactement. Qui est très connu. Mais la compagnie qui est derrière ça vont souvent aller un petit peu plus loin, ajouter des mécaniques pour dire on va transformer ça en un autre jeu. Ça ne sera pas juste une façon de réhabiller Donjons Dragons, ça va vraiment être un jeu à part entière. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'univers de Dante là, pourrait se retrouver quand même assez facilement? Très, très, très facilement, parce qu'en fait, le jeu est même une invitation à découvrir la Divine Comédie. J'aime ça. Tout est bien construit pour nous apprendre un peu les différents endroits, les différents lieux. En fait, qu'est-ce que la Divine Comédie aussi? Il y a même un peu l'histoire qui est derrière cette histoire-là. En résumé, là, je vois qu'il y a 3 livres ici là, que tu as présentement en magasin. Ça, c'est le livre de base, de règles de base? En fait, pas exactement. Ce qu'on a ici, ça se trouve à être la Divine Comédie. Ah bon? Carrément. Donc, pour ce projet-là, ils l'ont carrément réimprimé pour la vendre avec le produit. Fait qu'on l'a en anglais et en italien dans cette version. D'accord, j'aime ça. Le guide de l'enfer. Oui, le guide de l'enfer, ça va être notre manuel du joueur. C'est là-dedans qu'on va avoir les classes de personnages. C'est là-dedans qu'on va avoir aussi là, beaucoup d'aspects du world building, comme qu'on dit dans le métier. J'aime ça. Et finalement, les histoires non racontées, vous traduirez ça de même? Oui, exactement. Donc, ça, c'est ce qui va faire office un peu là, de manuel du maître. On va avoir les détails un peu là, de la campagne là, que c'est supposé représenter, parce que ça se veut être un peu un jeu expérience, là, où est-ce qu'il faut accepter un peu là, de... Est-ce que c'est plus basé sur le roleplay que sur le combat ou l'action? Le roleplay va occuper définitivement une place vraiment importante, puis c'est un jeu qui invite beaucoup à empathiser avec ce que les personnages vont être appelés à vivre, parce que chaque personnage va devoir traverser, sans vouloir faire de jeu de mots, va devoir faire son chemin de croix à un certain point. Puis c'est pour ça que je dis que c'est un jeu un peu expérience, là, où est-ce que vraiment il va falloir se mettre dans la peau du personnage pour vraiment vivre l'expérience. Alors, ça s'appelle Inferno. On va maintenant parler d'un deuxième jeu. Félix, là, maintenant, on va parler d'un jeu de science-fiction d'horreur. Moi, quand j'entends science-fiction horreur, je pense à Alien, je pense à The Thing. Mais là, ce que tu vas me parler, ça s'appelle? Vast Grimm. OK. Donc là, c'est encore tout chaud. Ça vient tout juste d'arriver, ça, chez Détour ludique. Donc, Vast Grimm, c'est vraiment un jeu d'horreur dans l'espace, comme on peut s'y attendre. Exactement. Mais qui se veut quand même très simple, très meurtrier, mais dans une espèce d'ambiance un peu... Ça ressemble-tu à Event Horizon, par exemple? Ça pourrait avoir des notes avec ça. Dead Space aussi, par exemple. Dead Space, OK. Fait un peu comme Néon, mais
quand même beaucoup dans l'horreur. Puis on est-tu dans le gore un peu? Parce que je crois savoir que c'est un jeu qui s'adresse à un public de 18 ans et plus. Oui, effectivement. C'est un jeu qui est compatible avec la gamme Morkborg. OK. Donc là, bien évidemment, c'est pour un public averti. Ceci dit, le public averti, lui il pourra bien avoir de plaisir. Oui, c'est ça, exactement. Là, je vois qu'il y a ce qu'on appelle un quick start, donc une espèce de livret de départ. Oui, exact. Quelqu'un qui regarde ça ici et qui se dit oh, je sais pas trop. Ben ça ici, on a tous les règles nécessaires pour amorcer, dans le fond, une première petite partie avec des personnages pré-génériques et une petite histoire. Et si on a aimé ça, on peut passer au vrai livre de base. Exactement. Et on a ici un livret d'aventure, donc je comprends qu'il y a quelques aventures à l'intérieur prêtes à jouer. Oui, en fait, ça va être une aventure qui est prête à jouer, c'est ça, avec tous les éléments, toutes les informations à savoir pour, espérons-le, faire quelques sessions avant que tout le monde avant que tout le monde meure, hein, c'est ça que j'allais dire. Et tu disais tout à l'heure d'entrée de jeu que le système de règles est simple. Oui, exact. On reste encore dans une bouture simplifiée un peu du D20. Okay. Donc, idéal pour dire à ses amis, j'ai une idée de partie, venez chez nous, là, ça va prendre 5 minutes, créer vos personnages, puis on va t'amuser les lumières. J'aime ça. J'ai déjà hâte que tu me présentes le 3e jeu. Alors là, on passe d'un univers d'horreur 18 ans et plus à une franchise connue des jeunes. Oui, des jeunes et des plus vieux. Oui, aussi. J'oserais dire. Et puis... Ça date pas d'hier, les Power Rangers. Non, exactement. Hein? Donc, oui, Power Rangers, l'adaptation en jeu de rôle, c'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie. Il m'a beaucoup surpris, en fait. À la base, c'est un achat que j'avais fait pour encourager l'auteur, que je connais par la bande. Puis, j'ai été surpris à quel point... Là, éclaire-moi. Est-ce que parce qu'on joue les personnages connus des films ou on joue des personnages secondaires? Non, en fait, on est invité à créer notre propre équipe de Power Rangers. OK, j'aime ça. Mais tous les Power Rangers qui ont existé à travers l'espèce de multivers de Power Rangers existent un peu dans cet univers-là. C'est des personnages qu'on peut être amené à rencontrer puis à croiser là, dans les aventures. Et si on parle des règles, ça ressemble à quoi? On a encore une autre déclinaison un peu du système des 20 ici, qui, pour les connaisseurs, emprunte des petits éléments au jeu Alternity, qui était sorti chez TSR à l'époque. Oui, ça nous rajeunit pas, ça? Non, ça nous rajeunit pas. Mais où est-ce que, dans le fond, on n'a pas de modificateur de plus 1, plus 2 à son jet. Quand on a un bonus à son jet, on va rouler un autre dé qu'on va additionner à ce moment-là. Et plus on a un gros avantage, plus ça va être un gros dé, donc de D4 à D12. Je constate que là, on a le jeu de base, le livre de base, donc, et on a aussi Est-ce que c'est une grosse campagne? C'est plusieurs scénarios? Ça ici, ça va être une aventure qui va être jouable, j'aurais envie de dire, en 5 à 8 sessions environ. Donc, on peut parler d'une aventure longue. Quand même, en fait. Alors, si j'ai bien compris, les règles du jeu Power Rangers ont servi et ont été, je dirais, à d'autres sauces, à d'autres univers. Oui, exact. Donc, eux, leur but avec tout ça, c'était de créer un multivers Hasbro. Donc, ils ont commencé avec Power Rangers. Ensuite, ils ont inclus G.I. Joe. G.I. Joe? Oui, ils ont inclus ensuite Transformers et là, dernièrement My Little Pony, donc ma petite pouliche. Oh wow! Et comment ça s'appelle ce système de règles-là? Ça s'appelle le système E20, fait que E20, exact. Et puis la beauté ultime de tout ça, c'est que tout ça, ça peut se mélanger. Ça a été pensé dans l'idée de pouvoir dire que Cobra allait pouvoir s'allier avec Discord de My Little Pony et que les Transformers allaient devoir prêter main forte à tout le monde. OK, là, mon cerveau éclate présentement. J'ai tellement d'idées qui pourraient être drôles et le fun à faire jouer à des joueurs. J'imagine un Decepticon qui va attaquer, je sais pas moi, Scarlett qui venait en aide à ma petite pouliche qui est rouge, je sais pas son nom. Pinkie Pie. Merci. Le 4e jeu s'intitule Mazes. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Parle-moi un peu, décris-moi l'univers, le système de règles. Eh bien, écoute, ça me surprend pas tant que ce soit la première fois que tu le vois parce que ici, on parle de presse indépendante. Nous, on s'intéresse vraiment beaucoup à ça chez Détour Ludique, voir qu'est-ce qui se fait chez les petits créateurs. Et ça, c'est tout à votre honneur d'ailleurs. Je te remercie. Donc, Mazes, c'est un jeu dans une ambiance médiévale fantastique, mais plus, comme on dit dans le métier, sword and sorcery, plus un peu à la Conan le barbare. Et ce qui est vraiment particulier dans ce jeu-là, c'est que le système qui est derrière lui est unique. Il n'y a rien qui lui ressemble.
Explique. Chaque joueur là-dedans va avoir un rôle, avant même de choisir une classe ou quoi que ce soit, là, il va être défini par un rôle qui va définir quel dé il va utiliser quand il va jouer son personnage. Donc, quelqu'un qui serait le parangon, par exemple, bien, peu importe c'est quoi la classe, le ci ou le ça de son personnage, il va toujours rouler un D4. OK. Ce qui semble de premier abord désavantageux. Exact. Ceci dit, comment les jets fonctionnent dans ce jeu-là? Donc, quand on veut faire un jet, ce qu'on appelle de book, donc d'intelligence, ben, on le réussit en obtenant un 2 ou un 3. OK, donc une chance sur 2 dans le cas du parangon. Exactement. Mais un personnage qui aurait un D8, c'est possible? Oui, donc les 4 rôles là, sont... Lui, ça diminue grandement ses chances de succès. Là. Exactement. Mais par contre, il va être bien meilleur dans les jets de sword, les jets d'épée, de combat, exactement. Ou est-ce que là, il va les réussir, lui, sur 4, 5, 6, 7. OK, ce qui devient presque impossible pour le gars qui a le D4. Là. Exactement. Je comprends. Il y a plusieurs petits livrets ici. Oui. À quoi servent-ils? Bien, on a 2 versions du jeu. Donc ici, c'est la version, dans le fond, en un seul livre, un peu la version de luxe, si on peut dire. C'est un peu comme tous les livres rassemblés ensemble. Exactement, avec un petit peu plus de contenu là, pour ceux qui en veulent toujours puis plus. Avec un look très, très beau d'ailleurs. Oui, le tout livre à fait. Est vraiment chic. Puis ça ici, bien, c'est ce qu'ils appellent la version Zine. Donc, ils ont brisé un peu le livre en 4 petits magazines. Donc, on a celui des règles de jeu, celui de création de personnages, celui qui va servir là, au maître de jeu et le petit bestiaire qui est juste ici. Donc, ça peut être plus facile des fois pour le partage d'informations autour de la table. C'est un jeu de rôle évidemment récent, je présume? Oui, c'est sorti là, je dirais là, à l'intérieur des 5 dernières années, là, facilement. Puis, depuis ce temps-là, bien, le système qui est derrière, Polymorph, là, gagne en popularité, est adapté de plus en plus à plusieurs systèmes, plusieurs univers. OK, j'aime ça. On parle d'un dernier jeu maintenant. Oui. L'Appel de Cthulhu, évidemment, c'est un jeu de rôle archi connu, mais il y a une déclinaison qui s'appelle Delta Green. Oui. Puis je la connais moins, celle-là. OK. Bien, Delta Green, c'est un jeu de rôle dans lequel, plutôt que d'être des investigateurs un peu là, du quotidien de tous les jours, un journaliste, Monsieur, un madame, professeur, tout le monde, exactement, bien là, on rentre dans une hypothèse du monde dans laquelle le gouvernement américain aurait créé une cellule spéciale top secrète qui est dédiée à étudier et agir contre les forces des grands anciens. Oh, OK. Donc, ils sont regroupés, ils ont accès à des meilleurs équipements. Oui, mais en fait, il y a 2 époques, si on peut dire, dans ce jeu-là. Une dans laquelle c'est devenu une cellule un peu, j'aurais envie de dire... À la X-Files? Oui, mais qui est un peu renié par le gouvernement, donc qui doit faire très, très attention à comment utiliser son argent pour pas trop se faire remarquer. D'accord. Jusqu'à un moment où est-ce qu'ils reviennent en force et que là, les budgets sont un petit peu plus là, où est-ce que là, vraiment, on est plus dans la vibe X-Files. Donc, ça s'adresse, ça s'adresse aux gens qui sont aux amateurs d'horreur cosmique, pas nécessairement, mais je pense que ça prend avoir une connaissance un peu de l'univers de Lovecraft, c'est un plus probablement. Oui, définitivement, parce que ça reste un jeu basé dans cet univers-là. Donc ça, on ne connaît absolument rien. On part un peu avec une petite dette d'apprentissage, mais on part avec toute notre santé mentale, par exemple. Oui, ça par contre, ça c'est la bonne chose. On l'a au complet à ce moment-là. Exact. Là, je vois qu'il y a un gros coffret ici avec le livre du maître de jeu puis le livre des joueurs. On a tout là-dedans, là. Il y a tout. Oui, tout. À l'intérieur. Ça, il peut partir chez eux puis. Exact. À l'intérieur de tout ça, on a toutes les règles nécessaires pour créer, jouer son personnage, bâtir une aventure, la ligne du temps du département Delta Green. Okay. Donc, si justement on a une petite dette d'apprentissage, on a déjà de très bonnes bases. Et là, pour les gens qui connaissent moins un peu, là, rapidement, là, en quelques mots, le système, décris-moi le système de règles de Delta Green utilise un système décent. OK. Donc, qui a été très populaire particulièrement à cause de Cthulhu, mais certains autres jeux là, comme Warhammer, Fantasy Roleplay à l'époque utilisaient beaucoup ça aussi. Là, j'en remonte à loin, mais les premiers jeux de Marvel super-héros, marche au dessin, Chill, marche au dessin. Effectivement, tout à fait. Puis, c'est un système dans lequel on va utiliser le dessin pour calculer des pourcentages et dans lequel on va essayer de rouler en dessous des pourcentages. Est-ce que c'est aussi difficile que l'était Call of Cthulhu? Parce que je me souviens dans ce jeu-là, écoute, les probabilités de mort ou de folie étaient tellement élevées. Je te mentirais pas. C'est... On est dans le même niveau, là. Il faut faire attention, hein? On joue avec... c'est ça, on joue avec des forces obscures, très anciennes, donc il faut faire très attention. Mais on est quand même un petit peu mieux outillé qu'on pourrait l'être dans l'appel de Cthulhu classique.
Félix, un énorme merci de nous avoir reçus dans ta boutique. Vraiment, c'est très apprécié parce que c'est la première fois dans la zone du geek où on parle de jeux de rôle. Je te souhaite aussi de très bonnes séances de jeux de rôle. Je te remercie, Martin. Tu reviens quand tu veux. Ça me fait plaisir.